Avant de démarrer, enfin, de vous présenter quelque chose par rapport au Qigong, est-ce que vous avez des questions ou des demandes particulières par rapport à ce que vous êtes, votre venue ici? Peut-être que vous avez des souhaits particuliers par rapport à ce week-end. Je me questionnais par rapport au yin et au yang. Oui. Je me disais, donc par rapport, du coup il y a une notion de ciel antérieur et ciel postérieur, parce qu'il n'y a pas une différence entre le yin et le yang dans ces deux plans. Après c'est des interprétations du yin et du yang, mais en gros c'est pareil. En gros, après c'est l'organisation de l'agencement du yin et du yang qui n'est pas le même éventuellement, mais c'est pour nous, de façon globale, le yin et le yang reste le yin et le yang. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de le classer ni dans le ciel intérieur, le ciel postérieur. C'est toujours une vision bipolaire de la nature. Et que tu le prennes sur n'importe quelle interprétation, c'est toujours une vision bipolaire. C'est-à-dire qu'il y a besoin de ces deux faces, l'une éclairée, l'autre à l'ombre, pour faire pour faire que ça fonctionne. Voilà, un féminin, un masculin, si tu veux, un jour, une nuit, ça, pour faire que ça fonctionne ensemble. D'accord, mais du coup, par rapport au côté droit et au côté gauche, est-ce que ça a une incidence ou pas? C'est la même chose, voilà. En fait, c'est toujours le côté droit, traditionnellement, naturellement, il est plutôt du côté du yang, et le côté gauche est plutôt du côté du yin. Mais au niveau du cerveau, par exemple, des hémisphères, c'est inversé. C'est-à-dire que c'est croisé. Donc au niveau du néocortex, donc le yang se trouve plutôt côté gauche et le yin plutôt côté droit. Voilà, donc avec le néocortex hémisphère gauche qui est plutôt dit rationalisant, c'est celui en fait qu'on utilise par rapport à l'éducation, par rapport au monde dans lequel nous vivons. Nous avons un cadre de fonctionnement et il se fait selon ce cerveau gauche qui est plutôt masculin. Voilà, c'est-à-dire que finalement on est dans une société masculine, je dirais, quelque part. C'est-à-dire qu'avec une espèce de rationalité, tandis que l'hémisphère droit serait un peu plus, plus intuitif, plus artiste, plus poète, plus... voilà. Et de ce point de vue-là, plus féminin dans les faits. Et quand on est gaucher, c'est inversé? Oui, alors c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Ça peut, mais c'est pas obligatoire. Parce qu'en réalité, en fait, on utilise quand même beaucoup plus l'air gauche, qu'on soit gaucher ou droitier. Voilà. Après ce sont des airs qui sont un petit peu différents, mais dans l'idée générale, dans l'organisation générale, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc l'hémisphère gauche étant yang, je disais, l'hémisphère droit étant yin. Comme c'est croisé, ensuite on retrouve, voilà, on retrouve D'accord. Et par rapport au Qigong, est-ce que du coup on peut utiliser dans le Qigong cette différentialité entre la droite et la gauche? Est-ce que par exemple, je sais pas moi, quand on fait les mouvements d'un côté plutôt, est-ce qu'on peut associer aussi une symbolique Alors, si tu veux, par rapport à la pratique, notre pratique, que ce soit Tai Chi ou Qigong, il ne faut pas trop le voir en termes de droite et de gauche, il faut plutôt le voir en termes de comment ça se manifeste. C'est-à-dire en fait vos gestes, que ce soit en Tai Chi ou en Qigong, souvent nos gestes sont justement trop stéréotypés, trop coordonnés mais de façon très cartésienne ou très carrée. Et donc il faut qu'il y ait, pour que ça fonctionne bien, il faut que ça soit enveloppé par du yin. Donc en fait, il faut que le yang central soit enveloppé par du yin pour que la manifestation soit relativement équilibrée. C'est-à-dire qu'elle est à la fois une manifestation assez esthétique, d'un certain point de vue, c'est-à-dire la coordination soit esthétique. En fait, l'esthétisme vient de l'accompagnement du yin, qui donne de l'esthétisme, de la beauté au geste, et aussi de la
de l'adaptation et du liant. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de liant dans les gestes s'il n'y avait pas justement une proportion suffisante de yin qui permet cette liaison entre les parties. En fait, si on se rebase par rapport aux hémisphères, l'hémisphère gauche, lui, ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin, c'est de distinguer. C'est-à-dire il sépare. Tac, tac. Il dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais ce qu'il ne sait pas faire, c'est relier. Donc il y en a un qui sert à que relier. Lui, il est que dans la liaison. Il n'a besoin que d'être relié, de se sentir connecté et relié. Et l'autre, lui, son intérêt, c'est de dire, hop, ça c'est noir, ça c'est blanc, ça je distingue ça je distingue ça, etc. etc. Donc quand vous travaillez donc sur les arts énergétiques du mouvement, il faut à la fois être capable de distinguer, donc pour voir où ça se passe, dans quelle zone du corps, etc. Est-ce que c'est comme ceci, est-ce que c'est comme cela? Donc vous avez une capacité justement d'analyse et de distinction entre les parties, mais surtout ne pas perdre la capacité de liaison. Voilà. Et en fait, là où on va buter finalement un peu tous par rapport à notre culture occidentale, c'est plutôt sur la liaison, plutôt que sur la distinction. La distinction on est très fort, mais sur la liaison, par contre, pas tellement, on n'est pas tellement branché. Parce que justement, on a une culture qui nous a séparés de la nature, qui nous a séparés des autres, qui nous a séparés de plein de choses. Et donc finalement, on va retrouver ces défauts dans la façon de pratiquer. Voilà. Et ça, c'est très important à comprendre, que c'est cette partie yin, en fait, qui fait qu'il y a une forme de lâcher-prise en soi. On n'est pas dans le contrôle. Donc en fait, c'est comme si on était à la fois dans une capacité de contrôle et de maîtrise par rapport à la gestuelle. Par exemple, il faut obtenir tel ou tel gestuelle, c'est une capacité de contrôle et de maîtrise, mais il faut que ça soit accompagné avec un état d'esprit qui ne contrôle pas. Donc qui est toujours et comme si vous aviez des antennes déployées pour capter de nouvelles informations ou capter de nouvelles sensations. Voilà, plutôt que d'être dans un truc rigide et fermé. Voilà. Et en fait, toute la difficulté, toute la différence de niveau de pratique que nous avons entre nous, elle se situe sur cette capacité d'intégration des deux parties. C'est-à-dire le yin et le yang, si on les prend séparément, ben on constate c'est ça et c'est ça, mais comment on arrive à créer du lien entre deux antagonistes? Voilà. Et donc la nature le fait très bien, en nous ça le fait très bien, dans nos corps ça le fait très bien, mais dans nos têtes ça le fait pas bien. À cause de notre culture. On a une culture qui a développé un savoir immense par rapport à cette capacité de distinction, mais par contre on a perdu beaucoup dans la capacité de connexion. Donc finalement le fond même de la pratique énergétique et la pratique du mouvement, c'est quand même le yin et le lâcher-prise qui va permettre de retrouver, à travers la précision du yang, va retrouver du lien, et ce lien fait que vous vous sentez à la fois connecté dans vos gestes, mais connecté aussi à plusieurs niveaux. Donc dans une confiance aussi, en fait le yin fondamental nous amène la confiance, parce qu'on se sent intégré, on se sent connecté, alors que le yang va nous amener une séparation, une distinction, mais dans cette distinction vous allez vous sentir seul. Si vous poussez loin, c'est comme si la tête se détachait tout seul du corps. Hein, par exemple, notre cellule, au départ, au niveau cellulaire, ben, nous sommes un rond complètement. Hein, en gros, c'est ça. Puis petit à petit, la cellule elle s'est différenciée avec quelque chose qui en émerge. C'est la tête. Et si on pousse le bouchon très loin, ben, c'est comme si la tête elle voulait partir toute seule en dehors de la cellule. Voilà. Et là, on créerait la séparation yin et yang. La tête qui part toute seule et le corps de la cellule, ce que fait notre culture, puisqu'on est finalement, on voit bien que la plupart des gens qui font pas ce genre de travail énergétique, vivent à côté de leur corps, complètement. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables de ressentir, ils sont pas capables d'écouter le corps, ils sont pas capables, ils entendent un brouhaha dans leur tête tout le temps, mais ils sont pas en connexion à des sensations profondes.
Le cerveau primaire, le cerveau primitif du ventre, on ne connaît pas. Le cœur, pas trop. Donc qu'est-ce qu'on connaît? C'est la partie gauche de l'hémisphère du cerveau. C'est tout. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et finalement, est-ce que notre intérêt c'est d'atteindre ça? Ou est-ce que notre intérêt c'est de voir qu'il y a une distinction entre la tête peut-être et le reste du corps, mais qu'en fait il y a une forme d'unité et une forme de coopération qui se fait entre les parties. Et tout vient de ce désir profond en fait. Si votre désir profond ou votre culture ou votre conditionnement vous dit il faut absolument que je me distingue, vous créez progressivement une barrière avec les autres. Si dans votre désir profond, dans votre souhait profond, vous dites d'accord, c'est bien de se distinguer, mais c'est vachement bien aussi d'être relié, vous faites travailler le yin et le yang en vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de à la fois être performant sur le plan de l'hémisphère gauche, mais vous êtes aussi très performant sur le plan de l'hémisphère droit. Donc, vous créez un équilibre qui va être propice à votre développement dans tous les domaines. Et c'est un peu ce que je voulais vous dire ce matin, c'est-à-dire que ça introduit bien le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout va se jouer dans cet équilibre-là. Dans cet équilibre, finalement, d'accompagnement entre un état de nous-mêmes et un autre état. Voilà. Et donc voilà, le yin et le yang, il est valable pour toute chose. Ça fait des milliers d'années que les Chinois ont commencé avec ça, ils l'ont vraiment mis au centre de leur pensée. Et le ciel intérieur, le ciel postérieur, n'est venu que c'est un développement finalement de yin et yang. Et après une interprétation plus ou moins sociétale ou plus ou moins naturelle de l'interprétation de l'origine. Voilà. Mais ça ne change rien. Nous, si on revient à la base fondamentale du yin et le yang, ça ne change rien, c'est toujours le yin et le yang. Voilà. Après, la nature et le mouvement, donc l'idée de l'énergie, c'est toujours un déséquilibre. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un équilibre parfait. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais atteindre un équilibre parfait dans rien du tout, parce que si on atteignait l'équilibre parfait mathématique, on disparaîtrait. Les équations s'annuleraient, c'est-à-dire que le mouvement s'arrêterait. Si le mouvement s'arrête, ça disparaît. On ne peut pas exister sans mouvement. Voilà. Donc, quand vous recherchez une harmonie entre le yin et le yang, que ce soit en Qigong ou en Tai Chi, c'est toujours avec une idée de balancier, et non pas avec une idée de fixité. C'est-à-dire que c'est comme un bateau qui tangue, comme ceci, sur la mer, et qui s'adapte à la mer en permanence. Voilà. S'il ne s'adapte pas, ben, il coule, ou il chavire, ou il prend l'eau. Voilà. Et donc, c'est dans le balancier qu'on trouve l'équilibre, et non pas dans l'arrêt du mouvement. Donc ça veut dire que dans sa tête, l'hémisphère gauche, il a plutôt tendance à fixer les choses, puisque pour pouvoir analyser, il faut qu'il arrête le mouvement. Donc c'est pour ça qu'il sépare. Et le reste, donc notre partie yin au niveau du cerveau, elle va au contraire favoriser le mouvement, la liaison, mais en restant dans le flou artistique. C'est-à-dire qu'on ne distingue plus trop qui fait quoi. Donc même notre identité disparaît. C'est-à-dire que notre identité, on s'est construit, notre moi s'est construit par rapport à la séparation. Elle ne s'est pas construite par rapport à la réunion. Voilà. Et donc le propos du jour, c'était ça. C'est-à-dire que nous avons construit notre tonus, en fait, notre tonus énergétique, intérieur à chacun, conditionne notre moi. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on s'est construit, à partir de la cellule, comment on s'est construit au niveau du fœtus, et comment on s'est construit, et comment on continue à se construire après, en fait, ça va déclencher toute la problématique que nous pouvons retrouver sur le plan psychologique et mental. Hein, ça, c'est très important parce que, en fait, quand vous avez donc par rapport à la cellule,
La cellule, ce qui distingue la cellule par rapport au départ, il y a tout autour, c'est l'océan. Voilà. C'est l'océan. Puis tout d'un coup, dans cet océan, c'est un grand mystère, mais une vibration, une certaine vibration, a fait naître une bulle, comme une bulle, dans cet océan. Et cette bulle, elle s'est plus ou moins durcie dans son pourtour. Au départ, les premières cellules n'avaient pas de membrane, et donc n'avaient pas de noyau. Et donc elles étaient totalement diluées dans l'océan. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait un embryon de vie. Avant qu'il y ait une distinction, il y avait un embryon de vie dilué. Donc entre l'océan et la vie, c'est pareil. On ne voyait pas un développement spécifique de la vie. C'était l'océan, la vie, si vous voulez. Voilà. Puis un beau matin, la cellule elle s'est retrouvée avec une peau, une sorte de peau. Et en se retrouvant avec une sorte de peau, immédiatement elle a trouvé un centre aussi. À l'intérieur, c'est fabriqué une sorte de cerveau. C'est-à-dire que ça a commencé, dès que la peau s'est mise en place, un centre ou un centre nerveux en quelque sorte, un centre d'échange, un centre de commande s'est mis aussi en place. Et c'est cette migration de ce centre qui se trouve au milieu de tout ce liquide interne de la cellule qui a fait qu'il y a eu cette migration progressive de ce centre vers un bout, si vous voulez, distinguant les polarités. Ça a permis de distinguer vraiment les polarités entre le plus et le moins, c'est-à-dire entre ce qui va sortir et ce qui va entrer. Donc en fait, il y a eu une distinction de polarité qui s'est fait comme ça, nettement avec une migration du noyau d'un côté, etc., etc. Donc, toute notre problématique vient de comment s'est construite cette membrane cellulaire et comment elle a évolué vers quelque chose de plus dur ou est restée suffisamment souple. En fait, dès que vous créez une séparation, vous créez un être à part entière, singulier, différent, mais cet être singulier différent ne peut pas vivre sans son milieu. Donc, si vous allez à l'extrême, vous dites, ça se crée, disons, un être singulier, et je m'en fous des autres. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je durcisse. Je crois que je peux vivre en autarcie, donc je durcis ma membrane pour m'isoler des autres qui représentent le danger. Donc je vais créer une carapace qu'on va appeler une cuirasse. Au lieu d'être une membrane qui permet les échanges ioniques entre l'extérieur et l'intérieur et tous les échanges qui vont constituer la nourriture, par exemple l'air, le qigong, ne peut pas se passer d'air extérieur, même si on dit que le Neichi est très important. En fait, il y a toujours un rapport avec l'extérieur. Mais tout notre rapport yin-yang entre l'externe et l'interne va faire qu'on va être adapté ou non à son milieu. Donc comme nous sommes un ensemble de 100 000 milliards de cellules, nous ne sommes que des cellules. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que l'être humain, depuis une cellule, la première cellule, c'est une duplication qui se fait, je ne sais plus, c'est de l'ordre des millions à la seconde ou à la minute. Tellement ça prolifère. C'est d'une puissance de folie, c'est-à-dire que la scisciparité des cellulaires, c'est exponentiel et ça va à une vitesse folle. Et donc, lorsque, en fait, nous sommes faits que de cellules, 100 000 milliards de cellules. Je ne sais pas comment ils ont fait pour les compter. Mais bon, c'est ceux, ils en sont arrivés à ça. Donc ça veut dire que quand on se conçoit comme un objet, avec une peau, avec un truc bien fermé, etc., en réalité, c'est un ensemble cellulaire lié entre eux. C'est-à-dire ce sont que des cellules liées entre elles qui permettent que nous soyons là, en train de nous regarder, en train de parler ou en train d'écouter. Donc nous sommes que ça. Voilà. Mais cet ensemble de cellules, si vous avez
vous avez des cellules dont ensuite elles se sont spécifiées, il y en a qui sont devenues des cellules d'os, d'autres des cellules de muscles, d'autres des cellules de tendons, mais à la base c'est la même cellule. À la base c'est une seule cellule, c'est-à-dire il n'y a pas de différenciation. C'est un peu comme si à un moment donné, en fait au départ c'est l'origine du tissu conjonctif, c'est-à-dire que c'est un tissu intelligent, c'est-à-dire qu'à partir la cellule, par exemple si vous mettez des cellules bout à bout comme ça, bout à bout, il y a plein d'espaces vides. Et donc il faut qu'il y ait en même temps plein de trucs qui se remplissent entre. Et donc entre les cellules, nous avons 80% de tissu conjonctif. Donc ça veut dire que notre corps est rempli de tissu conjonctif. De tissu conjonctif, c'est un tissu intelligent. Et ce tissu intelligent permet que toutes les parties communiquent les unes avec les autres. Et ce qu'on appelle le tissu conjonctif, c'est ce qu'on appelle aussi les fascias. C'est une partie du tissu conjonctif. Et donc ça entoure tout, les os, les trucs. Mais l'intérieur de tout ça, ce sont des cellules. Tout est cellulaire. Et ça, c'est plus ou moins densifié pour faire de l'os, ou quelque chose de plus souple, tel que les muscles, etc., la chair, etc., etc. Mais on peut dire qu'on n'est que des cellules. Et la cellule, on peut dire aussi que c'est pratiquement que de l'eau. C'est-à-dire c'est ce qui distingue, d'un point de vue moléculaire, ce qui distingue une cellule de l'océan, il y a 1% d'écart. Donc ça veut dire qu'il y a 1% de dite matière organique. Tout le reste est de l'eau. Donc ça veut dire qu'au départ, et on a gardé totalement la mémoire de cet océan de départ, on a toute cette mémoire en nous. Donc toute cette mémoire est en nous. Seulement voilà, si vous avez une culture qui est ultra rigide et qui fait que il faut que vous soyez performant dans votre tête et que finalement vous allez vous couper de plus en plus de l'idée justement de connexion, de l'idée océanique dans laquelle nous sommes, eh bien, vous arrivez sur une rigidité. Cette rigidité se transforme au lieu d'être des membranes qui permettent un échange polaire entre un intérieur et un extérieur, ben, vous arrivez sur un phénomène que vous repliez sur vous, vous fermez dans votre cellule intérieure, vous en avez pas mal, d'accord, vous avez 100 000 milliards de cellules, vous pouvez déjà discuter. Mais ça ne suffit pas pour vivre. Il manque ce genre de truc. Et donc vous obtenez un défaut d'équilibre entre le yin et le yang. Et de ce fait-là, ce défaut d'équilibre va se traduire par des problématiques de liaison. Voilà. Et donc les problématiques de liaison, on peut appeler ça, une fois je vous avais fait un cours sur les membranes. Donc sur les membranes, on a répertorié 7 membranes, mais aussi il y en a qui ont travaillé sur le plan psychologique, et ça revient au même, sur aussi les 7 cuirasses. Donc en fait, vous avez la première cuirasse, c'est la cuirasse oculaire. Donc au niveau des yeux. Donc ça veut dire que notre première défense, notre première façon de voir les choses, ça va se situer ici. Donc comment les tensions, toutes les tensions que nous avons ici, qui vont jusqu'à l'occiput, comment elles se forment. Et donc on va plus ou moins être réducteur au niveau de cette ligne pour se protéger aussi. On va avoir déjà du mal à éventuellement voir les choses d'une certaine façon, on va protéger ça. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails de ça, c'est juste pour vous dire qu'entre membrane et cuirasse, on a changé de fonction. Membrane, ça permet la vie, ça permet la protection et la vie. Cuirasse, ça permet plus que la protection, mais ça enlève la vie. Donc, toute la difficulté, en fait, quand vous voyez arriver chez vous des gens qui sont des cérébraux purs, c'est des inadaptés. Ils sont, au niveau moteur, c'est des catastrophes. Ils ne savent pas du tout où ils habitent. Voilà, ils sont totalement déconnectés de leur état cellulaire, de leurs sensations, et ils sont totalement... voilà, ils sont enfermés dans une sorte de prison et ils n'arrivent pas à s'en sortir.
Et donc ça crée une prison mentale. Tout ça, ça crée une prison mentale. Vous avez la cuirasse après, c'est la cuirasse, bon, je vais les énoncer comme ça, je n'ai pas besoin de les noter. Ensuite, vous avez la cuirasse liée à la bouche, c'est-à-dire comment vous allez vous communiquer. Hein, donc, qui va lié à la gorge et à la bouche. Voilà, donc comment vous allez communiquer, ça va plus ou moins limiter votre capacité, là aussi, à échanger. Ensuite, vous avez ici, correspondant à la thyroïde, vous avez le cou, la nuque. Donc en fait, on se retrouve dans cette fameuse migration cellulaire. Voilà, ça a tendance à vouloir couper ici. Alors ça coupe au niveau des yeux, ça coupe au niveau de la bouche, et ça coupe au niveau du cou. Hein, donc vous avez déjà, rien que sur la partie de la tête, vous avez déjà 3 coupures. Au départ, ce ne sont pas des coupures, ce sont des aides pour différencier des différentes fonctions. Mais si vous différenciez, par exemple, on dit par exemple il y a 3 niveaux au niveau du cerveau, le cerveau reptilien, le cerveau limbique des mammifères, donc les émotions. Le cerveau reptilien, c'est toute la survie. Et le cerveau néocortex, c'est la façon dont nous pensons. Nous pensons la vie. Bon, mais d'accord, vous avez 3, mais vous avez 3 spécialités, mais 3 spécialités qui ne s'entendent pas si, justement, ça devient des cuirasses. C'est-à-dire que si c'est blindé, blindé d'ailleurs veut dire en anglais, veut dire aveugle. Hein, donc blind, ça veut dire aveugle. Donc blindé, c'est quand on se blinde, on devient aveugle par rapport à tout. Donc aveugle, donc c'est déjà là. Première différence oculaire, on est aveugle parce qu'on se blinde. Deuxième, la bouche. Troisième, le cou. Alors, ensuite, c'est la poitrine. Le cœur, la poitrine. On se ferme le cœur. Ok, donc ici, ça va être le cœur. Voilà, le cœur. On met une grosse ceinture, on ferme tout ça. Hein, on continue. Ensuite, on va couper au diaphragme. Donc là, ça va être le diaphragme qui va servir, qui va être complètement squamé ou bloqué à cause de ça. Et là, en plus, il va permettre, alors là, c'est le rêve, il va permettre la séparation vraiment avec l'animal, c'est-à-dire tout ce qui concerne la queue. Hein, l'intestin, le reste du tube, le truc qui est pas noble. Hein, on pourrait dire, là, c'est noble, allez, le dessus, là, c'est noble quand même. Mais là, le dessous, non, ça, si on pouvait s'en séparer, etc. Là, le plus noble, c'est ça, bien sûr, si on pouvait le dégager. Et puis, bon, allez, on va jusqu'au diaphragme, mais pas plus, hein. Faut pas aller au-delà. Et puis là, on arrive sur les basses couches. Voilà, des basses couches. Et après, vous en avez un autre qui va se situer au niveau du nombril, en gros, hein, c'est-à-dire que ça va être au niveau juste au-dessus du bassin. Donc tout ce qui va concerner, alors là ça va concerner, là on peut dire que là ça va concerner les fonctions hépatiques, de foie, etc., etc. Ici on va être plus sur les fonctions, sur les reins, plus ici au niveau des reins, et le dernier étant les gonades, les fonctions sexuelles, et donc le pelvien. On arrive sur le plancher pelvien, et là sur la cuirasse, qui fait que, alors là, entre les pattes et la terre, les pattes ne sont que le résultat des cils. Hein, une cellule, pour se déplacer, elle avait des cils. Ben, à un moment donné, elle en a gardé plus que 4, et donc 2 du côté de la queue, je dirais, et 2 du côté de... Alors, les bras correspondent à la cuirasse thoracique. C'est-à-dire que nos bras sont vraiment reliés à la cuirasse thoracique. Si ici on est par exemple embrassé, c'est le cœur. Si on est bloqué au niveau du cœur, on repousse, mais on n'intègre pas. On ne se relie pas, on repousse. Donc toute la problématique va être là-dessus. Alors, important, il faut bien comprendre le développement de l'embryon, du bébé à l'âge adulte. Quand on était bébé, on est comme une cellule
je vous la montre, je vous la fais un peu comme ça. Une cellule qui fait une forme comme ceci. C'est-à-dire que ce sont les muscles de surface qui sont hypertoniques et les muscles profonds sont hypotoniques. Donc, lorsque donc, les muscles de surface vont être hypertoniques, en protection, et l'intérieur c'est tout mou. Hein, il n'y a pas de... Et on est rampant. Donc on est au stade où on est rampant, horizontal, etc. Donc on n'a pas besoin... les muscles profonds ne se sont pas érigés. La différence avec lorsque ça migre en position verticale, dès qu'on passe en position verticale, c'est parce que notre axe, ça s'est inversé. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une migration de l'hypertonique. Au lieu d'être en surface, il est venu au centre de nous-mêmes. Et l'hypotonique s'est retrouvé à l'extérieur. L'hypotonique étant l'idée que justement on reste souple par rapport à l'extérieur pour échanger. On n'est pas dans les cuirasses, on est dans la souplesse. Et l'hypertonique, c'est les muscles profonds qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie et qui sont pratiquement permanents, c'est-à-dire qu'ils sont constants. C'est-à-dire un muscle profond qui fait que même quelqu'un qui ne fait pas de sport, ben, il tient debout parce qu'il n'a pas de muscles nulle part et ses muscles locomoteurs classiques ne sont pas très performants. Par contre, ses muscles encore internes sont assez performants parce qu'ils sont programmés pour rester et durer longtemps avec très peu d'énergie. Ils sont tout le temps en fonctionnement. Okay. Donc quand vous passez en position verticale, quand nous passons en position verticale, nous devenons hypertoniques sur le plan axial et hypotoniques sur le plan superficiel, hein, externe. Mais c'est exactement la vision que nous avons de l'énergétique. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez le Qigong ou le Tai Chi, il faut que vous soyez plutôt hypotonique sur l'extérieur, c'est-à-dire très souple sur l'extérieur, et par contre très tenu dans votre posture interne. Donc on appelle le tonus, alors il y a le tonus basal, qui est le tonus de base, le tonus du bébé, si vous voulez, de départ, ça est sa vie. À partir de là, on pourrait dire, on commence déjà le Pongjin, mais le Pongjin, l'idée d'expansion n'apparaît que lorsqu'on commence à se redresser. Pour nous, c'est-à-dire que notre posture est un déploiement dans l'espace et on commence à s'ériger, voilà, et on commence à développer, je dirais, une distinction verticale par rapport à l'horizontale. C'est-à-dire que tant qu'on est rampant, c'est un peu comme la cellule qui ne se distingue pas de l'océan. Lorsqu'on se redresse, on se distingue de l'océan, mais on se coupe aussi d'une certaine façon. Et donc si en plus on se rigidifie sur nos antennes, sur les antennes extérieures et sur les sensations que nous avons à l'extérieur, c'est-à-dire on reste hypertonique, je dirais, c'est-à-dire ça n'a pas bien migré, c'est-à-dire vous n'êtes pas détendu. Par exemple, dans le dos, si votre dos, vous croyez que c'est vous qui tenez votre dos, dans le sens, il faut maintenir des tensions, il faut être tendu pour pouvoir se tenir, etc., etc., vous débranchez, vous rigidifiez tout l'ensemble. Les muscles profonds, ils doivent être comment dirais-je, ils tiennent finalement à notre lâcher prise, et non pas, finalement, ils tiennent sur une capacité de vie, de se relier entre le ciel et la terre, si vous voulez, et ils tiennent sur la capacité, justement, la différence entre ça qui coupe, qui a tendance à couper le flux entre la tête et la queue, si vous voulez, entre la terre et le ciel, lorsqu'on s'est redressé, ben, l'axe, ici, notre axe, c'est donc cet axe spinal, cet axe de profond, donc les muscles profonds qui tiennent tout ça, lorsqu'on part en verticalité, font que ces membranes, si elles ne sont pas trop rigides, c'est-à-dire qu'elles empêchent le flux, font que votre dos, depuis le sacrum jusqu'au crâne, crée une unité
qu'on appelle l'unité crâno-sacrale, si vous voulez, et fait que vos systèmes nerveux, qu'ils soient central ou autonomes, font qu'il y a une unité de fonctionnelle entre le haut et le bas. Il faut supprimer toutes les cuirasses. En fait, il ne faut pas supprimer les cuirasses, il faut les ramener à l'état de membrane. C'est là la différence. C'est-à-dire que quand on dit fanson, en fait, on enlève petit à petit toutes les surprotections qui font qu'on n'est pas mobile. C'est un travail de folie. C'est un travail si on veut aller par là, le travail énergétique, ce n'est pas juste savoir faire des mouvements, savoir respirer, savoir bouger, etc. Non, ça va bien plus loin. C'est comment vous vous voyez, vous, par rapport à l'intégration générale, et comment vous arrivez à créer ce façon à l'intérieur qui va faire que vous allez vous libérer des surprotections qui se sont établies petit à petit dans votre construction. Bien sûr, le mieux ce serait que ça soit pris très tôt. C'est-à-dire que si c'était pris très tôt, le travail serait facilité. Quand plus on le prend tard, plus les coupures sont rigides et le dos a tendance comme c'est coupé comme il faut, on a tendance à ne pas être dans l'unification des choses, mais dans la séparation. C'est-à-dire que on va alimenter le yang du cerveau, mais pas le yin. Donc quand on fait un travail de Qigong ou de Tai Chi, il faut absolument apprendre à réalimenter le profond en nous et ce qui fait liaison et non pas ce qui fait séparation. Vous avez deux façons de voir la vie. Soit vous préférez distinguer et maîtriser, soit vous préférez ne pas trop distinguer, mais vous sentir relié. Il ne s'agit pas d'un choix radical, il s'agit d'un équilibre à trouver entre ces deux options. Mais pas être à fond dans « je sépare, je distingue » ou à fond dans « je me relie et je suis dilué ». Voilà. Donc comme on ne peut pas revenir à l'état de dilution, notre distinction, il faut qu'elle soit constructive à la fois pour la singularité que nous sommes et à la fois pour les échanges que nous entretenons avec l'ensemble. Et c'est ce qui fait que nous sommes plus ou moins adaptés, nous, chacun de nous, avec nous-mêmes et avec les autres. Ça va, c'est clair? Donc c'est finalement, quand vous travaillez donc sur le façon et sur le travail énergétique, il faut en permanence partir d'abord de cette unité fonctionnelle et ensuite travailler sur les coupures. Qu'est-ce qui coupe? Pourquoi ça coupe? Pourquoi c'est rigide à tel endroit? Comment je peux le modifier? Comment je peux l'améliorer? Mais d'abord, il faut que vous partez sur une confiance qui relie. Et après voir que cette confiance elle est plus ou moins moindrie parce que les cuirasses sont trop installées à tel ou tel endroit. Par exemple, ça c'est souvent très fermé. Le cœur, les émotions, etc., c'est très fermé. Voilà, le travail on pourrait dire que le cerveau s'est mis en trois niveaux. Donc le reptilien qui concerne vraiment la survie de l'espèce, le limbique qui concerne comment j'entretiens des relations, puisqu'il y a la notion de cœur, il y a la notion de limbique, il y a la notion d'émotion. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où les mammifères sont arrivés il y a 500 millions d'années, ils ont commencé à allaiter les petits. En allaitant les petits, ces mammifères ont créé du lien différent des reptiles. C'est-à-dire un contact. À partir du moment où il y a eu ce contact, une difficulté supplémentaire est arrivée. Il y a eu à la fois un saut dans la nature, c'est-à-dire une différenciation, déjà notre chaleur interne, etc., etc. Plein de trucs qui sont passés à partir de l'état mammifère, mais
ce saut a fait qu'il y a eu tout d'un coup un changement d'espèce. Ce changement d'espèce a créé bien sûr des nouveautés, mais a créé aussi des problèmes liés à ces nouveautés. Parce que si on m'allaite, on crée aussi une forme de dépendance. Donc je suis dépendant affectivement de celui ou celle qui m'allaite. En principe c'est celle. Voilà. Donc ça crée une dépendance là. Et nous, pour nous, qui sommes des mammifères dits évolués, ça il faudra, on peut en douter. Mais là, on a besoin d'être allaité en permanence, nous. C'est-à-dire qu'on est devenus des psychotiques de l'allaitement. C'est-à-dire qu'on a toujours donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je manque, je manque, je manque. Ah. Chez la nature, ça marche, c'est beaucoup plus simplifié. Il y a un temps pour l'allaitement, et puis après, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Chez nous, non. Non, même quand vous en avez quitté le lit familial, les liens. Non, on continue. On est fort, on continue. Tout le temps. Voilà. Donc, tout ça fait que, forcément, un manque d'autonomie, ça remplace pas la connexion. Si vous voulez, un manque d'autonomie, c'est pas parce que vous allez devenir autonome que vous perdez la connexion avec les autres. Un manque d'autonomie, c'est quelque part, c'est vous restez en deçà ou noyé derrière quelque chose ou sous votre affectivité, et donc quelque part, vous amenez rien, mais vous demandez beaucoup. Lorsque vous devenez autonome, donc que vous vous redressez, que vous travaillez sur vous, etc., vous pouvez très bien créer une forme de singularité distinguée, qui se distingue des autres, mais aussi garder cette souplesse, cette fluidité qui permet justement, par votre autonomie, de donner à ce moment-là, et non pas seulement de réclamer. Ok ? Donc quand on travaille sur le fansong, c'est pas juste... on a plusieurs couches. Voilà. Alors maintenant, on pourrait voir ces différents trucs. Dans la membrane, si on les différenciait, c'est plein de cercles finalement, plein de membranes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches. Mais lorsque vous travaillez sur le fansong, vous dites « Ah, j'ai réussi à me détendre ». Mais qu'est-ce que vous avez touché ? Vous avez touché un centième de votre capacité. D'ailleurs, on a réussi à se détendre à 1 surface. Oh, qu'est-ce que je suis détendu aujourd'hui. Bon, il ne faut pas trop gratter. Hein, c'est-à-dire que ça ne va pas trop loin. Dans le fansong, en fait, tiens, j'ai créé un lâcher prise aujourd'hui. Ah, je suis fier. T'as vu comment je lâche prise? C'est bien, c'est bien. Et on se contente. Oh, wow, super. Non, ça va, c'est bien, c'est un bon début. Ah, c'est un bon début, t'es capable de lâcher les doigts, le truc il tombe, super, t'as pas maîtrisé, c'est bon, ça tombe comme ça peut. Voilà, maintenant, est-ce que t'es capable de le faire dans d'autres situations de vie, etc. Ça, le fansong, c'est ça. Le fansong, c'est comment vous adapter en permanence au changement. On ne peut pas vivre avec une idée fixe de votre vie par rapport aux situations qui sont... Tout est mobile, tout autour, c'est comme si tout bougeait comme ça, en permanence. Et puis vous avez un cerveau gauche, qui dit ouais, ça serait bien que tout s'arrête, hein, que je trouve ma stabilité, une bonne fois pour toutes, quelque chose de bien, tu vois, j'ai une bonne idée, un truc qui me dégage de ça parce que j'en ai marre des manèges. J'en ai marre du mouvement, des manèges, ça me tourne la tête, etc. Voilà. Mais là, t'as tout faux. Tu peux pas s'extraire de ça. Donc il vaut mieux commencer à se dire, bon, ok, tout bouge, mais bougeons avec. Ça bouge? Ah non, je veux pas y aller. Ça bouge, mais vas-y. Ça bouge, vas-y. Il ne s'agit pas d'aller tous dans le... Allez, si tout est con autour de vous, c'est justement, on a une capacité d'intelligence pour essayer un peu d'y voir clair, entre le yin et le yang, entre le jour et la nuit. Ça sert aussi à ne pas aller seulement dans un mouvement de masse. Par contre, si
il y a un certain nombre qui vont dans un truc et vous voudriez être le seul, peut-être là aussi il y a un problème. Parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui sont intelligents. On n'est pas les seuls dans l'univers à être intelligents. Il doit y en avoir d'autres. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Voilà, bouger, c'est sortir de sa zone de confort aussi. Parce que si vous êtes dans vos habitudes, les habitudes, ce sont des vêtements que vous portez toujours depuis X temps, et ils deviennent, vous savez, ça les laver. Ils deviennent un peu rigides, un peu raides. Et à ce moment-là, ça devient très puissant. Alors, si on se voyait vraiment tel que nous fonctionnons, on pourrait penser que nous sommes en guerre. C'est-à-dire que nous sommes avec la côte de maille, même pour aller au lit. Même pour aller au lit, on garde la côte de maille, on ne sait jamais. On peut être attaqué la nuit. Côte de maille, attendez, je me détends. Oui, aujourd'hui nous ferons un Covid, mais nous gardons la côte de maille. Bien sûr, parce que quand même, d'abord, c'est trop chaud la peau. Donc, non, il faut garder un peu le côté ferraille. Mais c'est rigolo, mais pas tant que ça. Parce que c'est rigolo si ça concernait les autres. Mais c'est pas trop rigolo quand ça nous concerne de près. Ça fait pleurer. Donc en fait, ce qui fait que nous allons retrouver l'intelligence naturelle dont nous avons hérité, c'est la fluidité. La fluidité, c'est d'assouplir ces fameuses coupures et retrouver le lien qui unifie l'ensemble. Et tout le boulot, il consiste à ça. Donc le travail de Tai Chi, de Qigong, c'est pas autre chose que de voir ces parties yin et yang et de voir comment je peux retrouver cette unité fonctionnelle. Les cellules savent le faire, parce qu'il y a longtemps qu'autrement on serait mort. Mais notre tête, par contre, elle est en retard. Tout le boulot est là-dedans. Fluidité. Non peur. Toutes les peurs, ce sont toutes les peurs qui ont construit ça. Voilà. Donc, il y a un travail sur les peurs, obligatoire. Fanson veut dire travail sur les peurs. Puisque, par exemple, quand vous commencez ne serait-ce qu'à essayer de méditer, à vous détendre, à vous relaxer, ça, à un moment donné, ça déglutit. Il y a quelque chose qui dit « je ne veux pas y aller ». Non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas me détendre. Il y a un truc qui bloque. Je ne veux pas me détendre. Si je me détends, je me dilue. Si je me dilue, je disparais. Je ne suis plus moi. Ah bon, tu préfères garder ton moi tel qu'il est là, bien rigide, avec l'armure et tout le bazar? Bon, est-ce que tu ne peux pas trouver quelque chose qui fait que tu es toi, d'accord? Je te vois, on te voit, nanana, mais moins rigide, ça serait pas mal, parce que ça te permettrait de retrouver la santé déjà, mieux, et ensuite peut-être te sentir moins isolé de l'univers, de l'ensemble, des hommes, des femmes, des animaux, des plantes, etc. Et aller dans ce sens-là. Donc en fait, il faut faire un travail de reconnexion et non pas de continuer à vouloir faire migrer la tête jusqu'à ce qu'elle explose. Jusqu'à ce qu'elle éclate. Elle est satellisée. Et c'est satellisé, il a réussi. C'est une nouvelle espèce, vous voyez? Une tête juste. Vous avez des petites pattes, juste une tête. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Deux questions. Il y en a une qui concerne celle-ci qui demande pourquoi il n'y a pas de cuirasse sur le nez et sur les oreilles. Et la deuxième question, c'est un autre sujet. J'aurais voulu savoir dans la palanquée des Qigong qu'on a, comment est-ce que tu reconnais ceux qui sont taoïstes, ou qui sont bouddhistes, ou confucianistes? Est-ce qu'il y a une manière, parce qu'ils ont tous un travail différent, et comment est-ce que tu le perçois? Alors je vais commencer par d'abord dans la première question. En fait, lorsqu'on, d'un certain point de vue,
le nez peut être relié aussi aux yeux. Là, parce qu'en fait, la racine du nez, elle est ici. Donc en fait, tu as la façon dont tu respires, c'est entre finalement celui-là et entre celui-là. Donc le nez faisant un petit peu la liaison entre ces deux aspects. Par exemple, celui qui a vraiment mis au point ce travail des cuirasses, c'est William Reich. Donc il a travaillé là-dessus, sur comment on pouvait arriver à débloquer les gens, et il a perçu donc qu'il y avait que ça concernait donc 7 niveaux, et il a repéré que très rapidement, dès qu'on arrivait sur Terre, en fait, on sortait le ventre de la mer, c'est la vision, l'oculaire, qui était la première agression, si tu veux. C'est-à-dire ce que tu vois, c'est de suite un premier choc. Voilà. Et c'est parce que c'est après, on peut le voir au niveau de la truc, mais lui il l'a repéré au niveau, il a appelé ça la cuirasse oculaire. On pourrait voir que l'entendement, bien sûr, les bruits, les machins, créent un tas de trucs. Mais ici, si tu veux, tu as pas un organe. Ici, tu n'as pas un organe qui permet de voir qu'il y a un système nerveux qui est bloqué. C'est-à-dire que autant on sait que dans les yeux il y a une énergie oculaire, une tension. En fait, on peut repérer une tension dans les yeux qu'on ne peut pas repérer une tension dans les oreilles. Même si en interne c'est pas vrai, mais de façon comme ceci, on ne peut pas le repérer. Pareil, on ne peut pas repérer rapidement une tension au niveau du nez, par contre on peut repérer une tension au niveau de la gorge et de la façon dont on se comporte dans son maxillaire par rapport à la communication. Donc c'est plutôt par rapport aux manifestations que ça a été répertorié comme ça. Pour ce que tu as dit un second, en fait maintenant, il faut être dans une forme, enfin à mon sens, il faut sortir un peu des stéréotypes confucéens, bouddhistes, taoïstes, etc. Parce que, en fait, les trois ont développé trois besoins fondamentaux. Pourquoi c'est en trois? C'est parce que c'est trois besoins fondamentaux. Il y a le besoin taoïste, c'est le besoin d'être connecté, à l'origine. Si je m'intéresse au taoïsme, c'est parce que j'ai besoin d'être connecté à la nature. Donc ça, c'est le besoin d'origine. Le besoin bouddhiste, c'est, comment dirais-je, par rapport à cette distinction, j'ai besoin de m'isoler. Au départ, il y a une forme, dans le bouddhisme, c'est une forme... le taoïsme, au départ, n'est pas un taoïsme de monastère. C'est devenu après, par rapport au bouddhisme. Mais le taoïsme initial, c'est pas du tout un monastère, c'est pas du tout l'isolation, c'est le contraire, c'est la connexion avec l'ensemble. Dans le bouddhisme, c'est davantage, j'ai besoin de m'isoler. La nature, c'est une chose, et moi j'ai besoin de m'isoler, je me mets dans une position en dehors, de contemplation, et je m'extrais un petit peu du monde. Et le besoin confucéen, c'est le besoin social. Donc c'est le besoin d'être éduqué. Au départ, Confucius, c'est lui qui a mis au point les écoles. C'est-à-dire qu'il a donné le libre accès. Les gens ont pu en Chine aller à l'éducation grâce à Confucius. D'ailleurs, c'est Confucius qui a dit, si on veut que l'humain soit de l'humanité, il faut l'éduquer pour qu'il sorte de la bête. Si vous voulez. Donc lui, il avait une idée d'éducation, qui est un thème finalement qui est tout récurrent dans la politique et dans la société, quelle qu'elle soit chinoise ou qu'elle soit française ou autre. Voilà, donc c'est l'éducation. Donc ce sont finalement trois besoins impérieux. On a besoin de s'isoler, on a besoin de se sentir connecté, et on a besoin de créer du lien social et d'être éduqué. Voilà. Lorsque vous travaillez sur l'énergétique, maintenant, vous avez ces trois besoins, ils y sont ces trois besoins. Mais est-ce qu'on a besoin de les distinguer sur le plan des mouvements ou de la pratique? Non. Alors, ils sont inclus dedans. Les trois besoins sont inclus dedans. Et c'est vous qui allez faire un travail, justement, sur est-ce que ces trois besoins sont séparés ou est-ce que ces trois besoins sont convergents?
est-ce que je mets en avant le fait que j'ai besoin de m'isoler, je mets en avant le fait qu'il faut absolument que je m'intègre en société, que je sois à l'éducation, le machin, ou je mets en avant juste la nature et la spontanéité. Mais connaître l'origine d'un Qigong, ça ne permet pas de mieux le pénétrer, même si on respecte les 3 aspects. Oui, mais allez, on reste dans un truc un peu petit, je dirais. D'un point de vue universalité, en fait, là aussi, c'est des querelles de clocher. C'est-à-dire que si par exemple tu dis, moi je connais ce Qigong taoïste qui m'a été enseigné, nanana, tu as une sorte de signature. Et cette signature te met en avant par rapport à ce truc-là et te dit c'est spécifique au taoïsme, etc. etc. Depuis plus de 2000 ans, ça n'existe pas le taoïsme pur. Le bouddhisme pur n'existe pas. Le confucianisme pur n'existe pas. Donc tout ça, ça a fait que comment dirais-je, il y a eu un effet de mixage de ces 3 besoins qui font que tu ne peux pas reconnaître un pur taoïste d'un pur confucien. D'ailleurs, par exemple, nous on dit le yin et le yang et les pagua, on dit c'est taoïste. Ben, pas du tout. Après, ça a été mis en avant par les néo-confucéens. Donc au XIIe siècle, c'est les néo-confucéens qui ont mis au point la philosophie du Taiji, avec le yin et le yang et les agencements du yin et du yang. Donc ils n'ont pas été appelés néo-taoïstes, ils ont été appelés néo-confucianistes. Alors, qui fait quoi, qui fait quoi? Mais parce que les taoïstes, finalement, voulant être plutôt dilués, ne sont pas dans la distinction. Ils s'en foutent de distinguer le ciel machin, le ciel de ceci, etc. Le yin et le yang. Donc on comprend qu'il y a eu des intellos. Les intellos sont plutôt côté confucéen, puisque c'est plutôt côté des gens qui réfléchissent, les lettrés, etc., etc. Tout le mandarinat chinois, ce sont des lettrés, ce ne sont pas des taoïstes. Taoïstes, ils sont dilués dans la nature, ils sont dans la liberté de mouvement, de vie, ils pensent qu'à voler, ils inventent des trucs pour voler, ce sont des poètes, ils sont fondus, quoi. Ils sont entre eux, quoi. Ils se bidonnent, mais ils sont... Voilà, les Confucéens, non, il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils mettent les trucs au point, il faut les pédagogies, les machins, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie d'un système. Donc pour nous, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a ces 3 besoins. Et comment on fait pour les faire converger et non pas diverger. Donc quand vous faites une pratique, c'est pareil, quel est votre souhait fondamental? C'est la divergence ou la convergence? La convergence, ça ne veut pas dire aller avec ce qui est con, encore une fois. Voilà, c'est à la fois être capable de distinguer, mais attention, tu distingues à partir de quoi? Par exemple, si tu dis celui-là il est taoïste, depuis quand? Qui c'est qui a décrété qu'il était taoïste? À partir de quelle époque? Là aussi, tu peux remettre en question. Tu dis ok, oui, mais c'est un gars 1983. Qui a fait ça et c'était taoïste. Ben, je suis désolé, il y a longtemps que c'était mixé, les 3 besoins. Voilà. Depuis le 1er siècle où le bouddhisme est rentré en Chine, le taoïsme est devenu bouddhique et le bouddhisme est devenu taoïste. Ça fait le Chan. Il n'y a pas de... On ne peut plus les démêler. Après, il y a quelques étiquettes, par exemple, le Qigong, le Huigen, le retour à la source, c'est avec le Qigong taoïste. Bien sûr. En fait, ça n'amène pas grand-chose de dire aux élèves ou de savoir, nous, que ce soit taoïste ou taoïste, ça n'amène rien. Voilà, sachez que si par ces 3 besoins, vous reconnaissez ce qu'est le taoïsme, de ce qu'est à l'origine, ce qu'est le bouddhisme, etc., vous avez compris que il est plus vers la dilution et la nature et me connecter. L'autre, il est plus dans ce besoin de s'isoler, dans ce besoin d'être en contemplation dans son temple intérieur, si vous voulez. Et puis qui ne s'oppose pas, hein. Ça s'oppose pas. Mais il y en a un qui est plus dans le mouvement, c'est le taoïsme, parce que la nature elle bouge tout le temps, elle change tout le temps, c'est la mutation. Et il y en a un qui est plus dans l'éducation, encore une fois, et dans le répertorier, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Nous nous comportons plutôt comme des confucéens.
fondamentalement. Cerveau gauche égale confucianisme. À la base, parce qu'on a besoin de répertorier. On dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. La part taoïste en Chine c'est 1%, 2%. La part taoïste fondamentale. La part confucéenne c'est 98 ou 95%. La part bouddhiste c'est juste entre le taoïsme et voilà. Donc vous avez deux petites parts, c'est taoïsme et bouddhisme, et une très grande part c'est confucianisme, parce que c'est la société. Donc tu pourrais dire que tous les Qigong qu'on voit en cassette ici regroupent les trois. Tout à Il fait. n'y en a pas un qui est mis Non. en lumière. Non, non, parce que l'état d'esprit dans lequel on les fait, c'est un état d'esprit convergent. Donc finalement, on a un souhait, c'est plutôt faire converger que de distinguer. Et surtout sur des étiquettes comme ça qui sont très vagues. C'est très vague. Ce sont des véritables besoins, mais c'est très vague pour la plupart des gens. Lorsque vous êtes fondamentalement taoïste, si vous êtes fondamentalement spontané. Donc ça veut dire que vous mettez en avant ce 1% qu'il y a en Chine, vous le mettez en avant dans votre comportement. Mais ça ne veut pas dire que tout le reste n'existe pas. Mais c'est ce 1% qui vous permet de vivre. Parce que vous êtes connecté à la nature. Le reste, ça va être très... un pourcentage important parce que tu as besoin de manger, parce que tu as besoin de dormir, parce que tu as besoin de travailler, parce que tu as besoin de vivre en société, etc. C'est un pourcentage important, mais est-ce qu'il vient bousiller le premier comportement, ou est-ce qu'il n'arrive pas à éteindre le comportement qui t'intéresse le plus? Donc là aussi, ça dépend de quelle est votre vision de vous-même dans la vie. Et tout est là, tout est là. Comment on se voit, comment on vit. Ça va, c'est clair? Question encore? Il y en a? Ça vous laisse dubitatif ou quoi? Non? Ça vous laisse toute chose? Pensif. Ça sert à ça. Ça sert à ça. On fait pas de la gymnastique. La plupart des gens qui font du tai chi ou du qigong, ils disent je fais du qigong. Depuis combien de temps? Depuis combien? Ouais, ok. Non. Ils savent pas le style. Ils font, la plupart du temps. Pour ce qui est du tai chi, ils ne savent même pas à quelle école ils appartiennent. Bon. Et ensuite, ils n'ont aucun intérêt par rapport à l'histoire, ils n'ont aucun intérêt par rapport à tout ça. Et pourtant, c'est très intéressant de savoir quand même toutes les origines, etc., etc. Il y a origine et origine. Il y a des origines qui ont été ramenées plus près, et puis il y a ce qui était avant. Voilà. Donc il faut un petit peu avoir une idée générale de tout ça pour savoir comment vous pratiquez. D'où l'idée justement d'être capable à la fois par exemple, si je peux vous parler comme je vous parle là, c'est bien parce que c'est pas seulement dilué. Parce que si c'était dilué, il ferait... Vous avez tout compris? Ok, c'est bon. Par contre, ce qui est derrière ça, c'est que si c'est seulement un truc, une espèce de truc scolaire ou de 10 phrases, vous commencez à... Quand c'est qu'il arrête? Si par contre c'est soutenu par un mouvement intérieur, un rythme intérieur et surtout le fait d'être connecté en permanence, ça change le discours. Donc vous commencez à faire de la convergence entre le yin et le yang et un équilibre entre ces deux valeurs. Donc c'est une pratique énergétique. Une pratique énergétique, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'excès de la raideur, ben, ça va vous diminuer votre énergie vitale. Et donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux développer tout ce qui va vous rendre plus fluide. C'est simple. On n'arrivera jamais jusqu'à la dilution, n'ayez pas peur. Mais si on est un peu plus fluide, ça change la donne. Et là, on va le voir dans votre capacité de vous mouvoir. On va le voir dans le travail postural. Par exemple, le travail postural, ben, il y a des postures qu'on a à cause de ces cuirasses et du développement qu'on a fait, qui font que on est plus ou moins tordu
dans notre façon de nous tenir, par rapport entre les muscles profonds et les agonistes et les antagonistes, etc., etc. Comment ils se sont construits, fait que on a des postures plus ou moins néfastes à la bonne circulation. Donc on va travailler sur du postural, sur le tonus postural. Et ensuite le tonus postural en mouvement. Alors, il y a le tonus basal, on ne touche pas, il ne s'efface jamais. Le tonus postural, on peut l'effacer, par exemple, vous l'effacez plus ou moins quand vous allongez. On enlève le tonus postural, on retrouve le bébé. Ok. Et quand vous êtes en mouvement, il faut arriver à combiner le tonus basal avec le tonus postural en mouvement. C'est comme ça que les mentalistes, ils voient un gars Bien. qui tient debout, ils savent. Tout à fait. Tout à fait. Oui, on peut en déduire. De la posture, on peut déduire. De l'attitude, on peut déduire. Qu'est-ce que tu penses? Oui, tout à fait. Complètement. Il y a des signes qui ne trompent pas. En fait, le corps, le langage corporel, le langage postural est beaucoup plus véridique que le langage oral. Moi, je me rappellerai toujours, un ami, on avait une discussion, et puis à un moment donné, son corps a dit j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur, et son corps a dit. Sa parole a dit j'ai pas peur, et son corps a dit j'ai peur. Mais il a fait même le geste de j'ai peur. Son corps a fait le geste de j'ai peur, mais avec sa parole, il a dit j'ai pas peur. Voilà. Qui y croit? Moi, j'ai opté pour le corps. Qui lui des chances de. Voilà. En fait, on vit à je sais pas combien de pourcentage, c'est comme le reptilien, on vit à 98% d'inconscience, dans l'inconscience. C'est l'inconscience qui nous fait vivre, c'est pas la conscience. La conscience, c'est une petite frange. On est toujours dans l'océan. Hein. Je pense que la conscience rectifie légèrement l'inconscience. Modifie légèrement. Oui, bien sûr, elle modifie légèrement. Elle peut même amener des nouveautés. Voilà, elle peut amener des nouveautés, mais c'est toujours pareil. Vous pouvez amener des nouveautés, mais sans casser le reste. C'est très intelligent, c'est inconscient, mais c'est très intelligent. Tu préfères devenir conscient et très con, ou pas intelligent. C'est pas ça la conscience. La conscience, peut-être, il doit y avoir éventuellement un apport de nouveautés, etc., etc. Mais on ne casse pas l'intelligence qui fait qu'on est là. Sur ce, allez boire un coup et on va continuer à pratiquer. Merci. Merci.